Am I audible? Est-ce que vous m'entendez? It's working. Okay. So the next session E Donc, is passons à la about new approaches for suite. museums. Nous allons parler There are two des presenters who nouvelles are going to share their approches. Il y a case deux studies. orateurs qui So vont we have two parler de leurs presentations études de cas. Nous avons for deux this session, présentations. Donc, and one is on-site speaker from France, and tout the other d'abord, il y a un online orateur speaker from China. de France, ici So we présent, would like to welcome our two speakers for this et session, un deuxième and I orateur would de like Chine to welcome the first speaker of this session. en ligne. Donc, je vais accueillir Apolline Apolline Leforest. Leforest, She is the curator in charge of the qui est collection conservatrice responsable at Museum de la collection Natural d'histoire du Besançon. musée d'histoire She is naturelle a à Besançon. geologist. She works Elle in est Switzerland. géologue, elle travaille en She Suisse, studied in Montreal, Canada, and elle a Paris, and étudié various other parts à of the world. Montréal, à Paris, The un peu topic partout. of her presentation Et elle is va nous Draw Me parler Your Planet. The presentation son sujet est Dessine-moi une image de ta planète. C'est une exposition qui est toujours actuelle, donc je vous demande d'accueillir Apolline Leforest, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, je remercie l'ICOM de faire de la traduction, malgré le fait que ce soit en une seule langue. Et je vais choisir la facilité, vous parler en français. Donc oui, c'est une exposition qui a pris lieu à la citadelle de Besançon du 13 avril jusqu'au 3 novembre. Une exposition unique avec des installations étonnantes. Hier, on a parlé de sujets compliqués comme le dérèglement climatique et aujourd'hui, ce matin également. Ici, je saisis l'occasion d'aborder les choses de manière un peu plus poétique et philosophique. On est tous soumis aux mêmes problématiques scientifiques, historiques, et j'apprécie beaucoup en fait cet échange de la communauté internationale. Alors, slide suivante. D'accord. Donc voilà, la citadelle de Besançon se situe, comme vous le voyez, en France, dans le quart nord-est, un petit peu plus au nord de la Suisse. Et c'est un site patrimoine mondial de l'UNESCO qui abrite 3 musées de France, un parc zoologique et qui draine à peu près 300 000 visiteurs par an. D'un point de vue des publics, ça donne l'opportunité à un muséum d'histoire naturelle d'avoir un public très, très, très varié. Quand on a un musée de la résistance et de la déportation et un parc zoologique, vous imaginez bien que le public n'est pas le même. On est au contrefort du Jura, donc tout près de ce qu'on appelle le massif jurassien et qui est à l'aube de la stratigraphie du Jurassique. C'est un muséum d'histoire naturelle donc, avec une toute petite exposition permanente de 140 mètres carrés et des spécimens historiques avec une histoire complexe de plus de 250 ans de collection, associé à un parc zoologique qui est en Grèce grand questionnement aujourd'hui. Vous imaginez bien que dans ce contexte actuel, d'un point de vue du bien-être animal, par exemple, on est dans des questionnements éthiques, philosophiques, scientifiques, politiques. Et ce n'est pas un sujet que j'aborderai aujourd'hui. Donc, le premier cabinet de curiosité à Besançon date de 1793, apparemment comme la plupart des muséums en France, issus des saisies révolutionnaires. Une collection d'à peu près 1 million d'objets, très diversifiés, et en grande partie issus de l'université de Franche-Comté. Notre trésor, ce sont les herbiers. Le jardin botanique n'a pas conservé ces herbiers, nous les a confiés. Et puis un gros fonds de paléontologie, et notamment tout ce qui est ammonite du Jurassique, qui a permis l'établissement de la stratigraphie du Jurassique, et notamment du Jurassique supérieur. L'exposition dont je vais vous parler plus tard a été faite en partenariat, c'est assez unique et pionnier pour nous, avec la maison d'Hérold. Alors je pense que beaucoup d'institutions parmi vous ont des objets issus de cette maison de pédagogie des sciences qui date du 19e siècle. Des posters, par exemple, vous voyez ici le poster sur le coquelicot, qui je pense a fait le tour du monde. Et puis avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, dont l'ouvrage le plus remarquable, et je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce petit garçon blond
Le Petit Prince, qui a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires et traduit aussi largement que la Bible ou le Coran. Donc c'était une occasion exceptionnelle pour nous de faire se rencontrer ce tripartenariat et de créer un objet autour de ça. Pourquoi Le Petit Prince ? Parce que en fait, toute cette œuvre, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire ou à le relire pour vous mettre dans la peau de ce petit personnage qui prend soin de son astéroïde, qui prend soin de sa planète, de sa maison. Et sa maison, c'est comme pour nous la planète Terre, c'est-à-dire qu'on doit prendre soin de notre planète que nous occupons aujourd'hui. Donc c'est une exposition immersive qui prend place à l'extérieur et en intérieur. Et j'invite du coup la régie à lancer le petit film de présentation de l'exposition en 10 étapes. Voilà, ça vous donne un extrait de la poésie qu'on a essayé de créer sur un parcours très familial, avec des jeux, des outils de médiation qui nous invitent à aller plus loin dans chacune des étapes. Donc de la nature est une aventure à la maison commune, un espace par exemple, vous voyez, central, où j'ai pensé à Cambridge hier quand j'ai vu ces petits papillons, puisque nous on a un espace où on va installer des petits papiers et chaque enfant ou chaque adulte pourra passer et écrire sur un petit mouton ou un petit renard, puisque le Petit Prince est un bestiaire intéressant, écrire son message pour qu'il puisse prendre soin aussi, ou savoir comment lui va prendre soin de sa planète. Donc on a bien tous compris hier que l'aspect culpabilisant de notre traitement par rapport à la nature n'était pas sain, et nous on a misé sur l'espoir, sur la créativité et sur l'imaginaire. Donc on a travaillé aussi à l'international, puisqu'on a travaillé avec les villes jumelées de Besançon qui ont accueilli une petite forme de cette exposition. Le lien social, ça fait partie de nos interactions entre hommes, font partie de cette nature. Je ne viendrai pas aujourd'hui parler de si la nature existe ou pas, si l'homme est à l'intérieur ou pas. L'idée, c'était de pouvoir partager au public ces 10 étapes dont l'inattendu fait partie. La vie est pleine d'inattendus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc on a un avion qui a été créé pour l'occasion par des artisans de la ville de Besançon et qu'on trouve à l'entrée de la citadelle, etc., etc. Ici, je vais vous parler plus spécifiquement de l'étape de l'imaginaire. Et je trouvais qu'à Nantes, c'était plutôt sympathique de parler de cette étape. Au tout début de l'ouvrage de Saint-Exupéry, le Petit Prince rencontre un aviateur au milieu du désert. Et ce petit garçon lui demande « Dessine-moi un mouton ». Alors l'aviateur, il dessine un premier mouton, il a l'air trop malade, il n'en veut pas. Un deuxième mouton, il est trop vieux, il n'en veut pas. Alors l'aviateur en a marre, il lui dessine une boîte avec 3 trous. Et alors là, le petit prince est ravi. À l'intérieur de cette boîte, il voit tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut imaginer. Donc nous, on a pris cette boîte et on en a fait une exposition, un cabinet de préciosité à l'intérieur de cette boîte dans laquelle on va rentrer, ce qui nous permettait d'exposer nos trésors, ceux qu'on avait choisis, puisque sont rarement exposés. On n'a pas de salle d'exposition temporaire, donc il y a des objets qui n'avaient pas été présentés depuis des décennies, voire plusieurs centaines d'années. Et on a travaillé, notamment, là c'est une grande fierté également, on a beaucoup travaillé sur toutes les étapes avec les gens du territoire, sans vouloir être exemplaire, puisque la thématique était quand même l'écologie, on a travaillé
de manière assez territoriale avec les personnes de la grande région de Bourgogne-Franche-Comté, les artistes, les artisans, mais aussi des élèves issus de plusieurs filières de métiers d'art, en tissu, en céramique. Et en fait, l'exposition d'intérieur, là, sur l'imaginaire, dont vous allez voir des images après, a été construite en partenariat avec un lycée qui fabrique du mobilier d'exception. On appelle ça des filières d'artisanat d'art et des diplômes au lycée ou après les DNMAD. Et c'est avec eux que j'ai construit la scénographie, l'ameublement de la salle. Donc, des échanges extrêmement riches, une créativité de la part de ces jeunes gens d'une vingtaine d'années qui était exceptionnelle. Ils ont créé des maquettes, les professeurs se sont aussi beaucoup investis dans ce travail, ils n'ont pas compté leurs heures. L'installation s'est faite avec eux. Donc c'était vraiment une belle aventure aussi humaine avec des jeunes qui sont pleins de ressources et de filières qui ne sont pas forcément valorisées, en tout cas en France. Donc voilà le résultat d'un des tableaux qu'on a choisi de montrer. Ici un tableau, le début du tableau océanique, avec par exemple ce qu'ils ont appelé la spline, ce ruban qui se veut être l'écharpe du Petit Prince et en même temps les vagues qui met en beauté une corne de licorne, puisqu'on est dans l'imaginaire, ou une dent de narval. Tout va dépendre de la manière dont choisit le médiateur de parler de certains objets. D'avoir cette entrée de la beauté et artistique nous permet d'aller plus loin scientifiquement pour chacun des objets de manière globale sur les problématiques qui vont être le sujet de chacun des univers qu'on va traverser. Et l'océan s'en est un, c'est-à-dire qu'on n'y connaît pas grand-chose finalement à la faune des océans notamment et à l'équilibre de ce réservoir. Donc les objets nous amènent à entrer dans la science ou à se laisser guider par l'esthétique, par le trésor, par l'imaginaire et à voir ce qu'on veut y voir. Donc chaque petit mobilier a été créé et pensé par les étudiants. Ici, par exemple, vous avez l'univers plus forestier, crépusculaire, de légendes, de contes. On est à nouveau à la frontière entre ce qu'on a appelé hier culture-nature, qui finalement s'avère être effectivement identique. Donc les légendes, les contes, ça peut tout aussi bien être avec ce loup, le petit chaperon rouge, comme Princesse Mononoke. De par le monde, on va avoir des histoires avec le loup. Ça nous donne tout un tas d'entrées. Ça va être le renard et le corbeau des fables de La Fontaine. Ça va être Alice au pays des merveilles, avec par exemple ce grand cristal de mica que vous voyez, qui était issu des collections universitaires, qui est un seul cristal géant. De l'autre côté du miroir, et de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qu'on voit des mines encore exploitées aujourd'hui à Madagascar, avec peut-être des enfants qui y travaillent. On peut aborder en fait toute cette exposition à plein de niveaux différents, choisir en fonction de son interlocuteur ce qu'on va pouvoir transmettre, jusqu'où on peut aller dans le catastrophisme ambiant ou dans l'espoir qu'on veut garder. Donc parler des forces et des fragilités de la nature, par exemple ce taureau qui représente la robustesse, un taureau de corrida, cette nature qu'on a pensée très longtemps si puissante et si garnie qu'on pouvait puiser à l'intérieur d'elle tant qu'on voulait. Et puis cette fragilité avec ces petits papillons à l'intérieur de son poitrail. Les oiseaux qui sont exposés ont été aussi choisis parce qu'ils appartiennent aux listes de l'IUCN avec des espèces en danger, voire en danger très critique. Donc chaque objet a été choisi pour son aspect esthétique, mais aussi pour le discours qu'on voulait mener derrière, avec très peu de texte finalement, mais beaucoup de médiation. Et puis, par exemple, un des espaces où on traite un petit peu pêle-mêle des crises d'hier et d'aujourd'hui, la disparition des glaciers, la disparition des mammouths et la crise d'extinction que nous sommes peut-être en train de vivre. On s'est un petit peu amusé aussi, puisqu'on était dans l'imaginaire. J'ai proposé à mon assistant de conservation de fabriquer une chimère, chose qu'il a pris très au sérieux. Donc avec un squelette de cheval, de taureau et des crânes de chameau, on a créé une chimère à 3 têtes. On a fait des moulages pour certaines parties, notamment la queue qui fait plusieurs mètres de long.
et qui semble, tel un scorpion, nous agresser, alors qu'en fait, c'est une bête tout à fait gentille, on va dire, qui est herbivore et qui tient à l'intérieur de son corps une rose, puisque le message fondamental du Petit Prince, c'est rien n'est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Des objets exceptionnels qui ont été restaurés pour l'occasion, notamment vous voyez ici des objets du docteur Ozu en papier mâché, un crâne humain aussi, on va rejoindre certaines problématiques déjà évoquées ce matin. Et puis, des aspects plus ludiques. On arrive à traverser en fait tous les objets, toute la diversité des objets d'histoire naturelle. Ok, je vais raccourcir, pardon. Et puis, j'arrive à la conclusion. Donc voilà, c'est une exposition qui n'est pas terminée, que je vous invite à venir voir si vous en avez l'occasion. Évidemment, Besançon, c'est une petite ville, mais qui cache bien son jeu, avec un grand potentiel en fait de culturel. Et puis, voilà, je pense que on peut encore émerveiller, on peut encore toucher, on peut encore expliquer avec des collections d'histoire naturelle, puisque c'était une des questions que posait ce congrès. Et alors nous, on a pris ce parti, et je peux affirmer aujourd'hui que oui, la beauté et l'émerveillement contribuent fortement à passer des messages hautement importants et scientifiques. Merci à vous. Merci Apolline, c'était incroyable. Et je suis sûre qu'il y aura des questions à la fin. Alors, ensuite, je vais appeler notre orateur qui est en ligne, Xuanxin. Donc, Xuanxin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est associée de recherche au Musée national d'histoire en Chine. Elle va nous parler d'un échange d'expositions, ce qui est le cas du Musée national d'histoire naturelle de Chine. Xuanxin is the Deputy Director of the Preparatory Office for the National Natural History Museum of China. Elle travaille donc pour le musée d'histoire naturelle de Chine. Elle travaille au musée depuis 2008, de 2009 à 2019. Elle a travaillé donc dans le département des expositions. Elle a ensuite travaillé avec le bureau de préparation et de coordination internationale. Merci de lui souhaiter la bienvenue pour sa présentation. Et avant qu'elle commence, j'aimerais rappeler à notre oratrice en ligne qu'elle a 13 à 14 minutes pour sa présentation. Vous avez la parole. Est-ce que nous l'avons en ligne? Oui. Ah, super. Xuanxin, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Yes, we can hear you. Oui, nous vous entendons. Hello. Yeah, we can hear you. Ah, d'accord. Bon, eh bien, bonjour de Beijing. Et merci de me permettre de partager un petit peu des nouvelles de notre musée et parler de notre exposition. Donc, le musée d'histoire naturelle de Chine a été créé en 1951 et est connu comme le musée chinois d'histoire naturelle. Le musée a une superficie totale de 23 000 m², dont 9 000 pour les expositions. Nous avons 11 expositions permanentes et nous avons 2 halls pour les expositions temporaires. Nous avons dans notre collection plus ou moins 400 000 artefacts. Nous travaillons bien sûr avec un certain nombre d'autres institutions sur les sujets traits à l'histoire naturelle de notre pays. Une bonne exposition peut transporter les visiteurs dans un voyage incroyable. Notre première exposition est intitulée « Les dinosaures de Chine ». Il représente
cette exposition représente les différents dinosaures que nous avons retrouvés en Chine. De 1986 à 2009, notre projet paléontologique de large échelle a exploré beaucoup d'endroits de notre pays. Nous avons ensuite travaillé avec un certain nombre de partenaires internationaux. Le musée étant un musée d'État, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir ces expositions depuis 2008. Et nous espérons que nous allons pouvoir améliorer encore nos capacités d'exposition. En 2009, l'exposition « Les origines et l'évolution des humains » de Charles Darwin a permis de raconter l'histoire de Charles Darwin et de son travail. Cette exposition a permis d'exposer un certain nombre d'objets que nous avions en partenariat pour cette exposition d'un certain nombre d'institutions américaines. Ceci a permis au public d'apprécier la vie de Darwin et de ses travaux concernant l'évolution. Cette exposition était, je peux le dire, incroyable et exceptionnelle. C'était la première fois que nous avions une telle exposition dans notre musée. Cette exposition a été lancée en 2008. Nous avons ouvert au public en 2009 et nous avons dépensé 4 millions de yuan chinois pour cette exposition. Alors c'est un travail très très compliqué pour les conservateurs et toutes les équipes des musées pour permettre le succès d'une telle exposition. L'exposition Darwin nous a permis de travailler à l'élaboration davantage d'expositions de ce genre. L'exposition que nous avons appelée The Wisdom of Plants, la sagesse des plantes, nous a permis d'exposer plusieurs milliers d'objets d'art ou de nature, disons. Cette exposition était une exposition baladeuse qui a été à la rencontre d'un certain nombre d'étudiants et d'écoliers un petit peu partout en Chine. Nous avons là aussi travaillé sur l'exposition des différentes plantes pour permettre une expérience améliorée à nos visiteurs. Nous avons essayé de toujours utiliser au mieux l'espace de nos galeries pour l'exposition squelette. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons eu un certain nombre de spécimens très incroyables. Mais une exposition baladeuse, surtout de cette ampleur, est un défi de taille pour une institution comme la nôtre. En décembre dernier, nous avons, avec le Musée national de Chine, organisé une exposition, une autre maison commune, un miracle de la nature. Cette exposition représentait à peu près 1600 mètres carrés avec 642 objets d'art et nous avons accueilli plus ou moins 700 000 visiteurs. C'était l'exposition ou le projet d'exposition le plus important pour nous ces dernières années. Tout ce qui est transport, installation ont été extrêmement difficiles et je pense que
Je pense que la raison pour laquelle notre musée préfère et s'engage davantage dans l'échange d'expositions plutôt que de collections s'explique par la difficulté de la mise en place dans notre musée des différentes expositions. Nous avons également travaillé sur d'autres expositions, notamment l'exposition dinosaures momies, dinosaures momifiés, qui représente un certain nombre de spécimens que nous avons découverts en Chine et qui représentent ces fossiles de dinosaures. Nous avons pu montrer plus ou moins 30 spécimens dans cette exposition. Nous avons ensuite travaillé sur une autre exposition que nous avons appelée des Johol Biota, qui est également une exposition s'intéressant donc à l'histoire naturelle, et notamment à l'évolution naturelle de certaines espèces disparues. Nous avons là aussi utilisé différentes sources et ressources pour rendre cette exposition intéressante. Alors voilà une liste de ces expositions baladeuses que nous avons organisées ces dernières années. Grâce à ces projets, notre musée a pu montrer un certain nombre de nos collections et de nos travaux à un nombre accru de visiteurs. Les échanges nous permettent d'enrichir nos connaissances et permettre des partenariats à long terme. Vous voyez ici un certain nombre d'expositions pour lesquels nous avons été conviés, auxquels nous avons été conviés par d'autres musées. Vous voyez ici les différents sujets et pouvez deviner plus ou moins les champs couverts par ces expositions. Ces collaborations nous permettent de partager les ressources, les connaissances et notre expertise. Et ces pratiques ont aussi, et ce n'est pas moindre, un impact financier positif. Ça nous permet d'améliorer les finances de nos institutions. Et les ressources que génèrent ces expositions nous permettent d'organiser davantage d'expositions, de travailler sur des projets de recherche et d'améliorer nos structures et nos infrastructures. Bien que ces échanges ne viennent pas sans défi, nous sommes ravis d'avoir pu travailler avec des institutions partenaires et de partager notre amour pour la nature, la culture et l'histoire avec nos visiteurs. Nous continuons à travailler avec des partenaires pour assurer le succès de tous ces échanges. Je pense que les échanges d'exposition font partie des dialogues qui vont permettre de faire plus d'inclusion dans notre monde. Merci pour votre attention. Merci Xuanxin pour cette présentation fort intéressante et merci surtout d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. Nous ouvrons maintenant au public pour des questions. Je vais proposer à nos orateurs dans la salle de me rejoindre sur scène afin de répondre aux questions qui leur seront adressées. Avez-vous des questions? Avons-nous des questions? Des commentaires? Bien. Alors, si nous n'avons ni commentaires, ni... Ah, vous. Très bien, madame. Oui, les présentations étaient très sympathiques. Merci beaucoup, la vôtre aussi d'ailleurs. Je voudrais vous demander, parce que vous avez parlé de l'émerveillement
de vos visiteurs. Et vous avez également parlé de sujets, de la présentation à vos visiteurs, de sujets un peu plus dramatiques. Comment est-ce que vous liez ces différents sujets, donc l'émerveillement, mais les sujets délicats, et puis les menaces, et puis enfin bref, comment est-ce que vous pensez qu'il faille expliquer les sujets importants à nos visiteurs? On a fait beaucoup de médiation orale et les personnes étaient sans cesse présentes dans la salle pour pouvoir répondre aux questions de tout type. Alors évidemment, on adapte le discours en fonction de l'âge et de l'intention du visiteur. Il y a eu parfois des visites qui se faisaient très rapidement, voilà, sans aucun questionnement. Mais je sais que voir comment la nature peut être belle de manière globale, de voir les profondeurs de l'océan à Besançon, c'est déjà rare. Et il y a eu beaucoup de questions sur pourquoi ces objets sont chez nous, par exemple. Question qui est difficile à répondre puisque nous, on est seulement en train de reprendre en main un fonds qui a été assez peu étudié. Et la dent de narval dont je parlais, elle est dans les inventaires de 1819 et on n'a aucune traçabilité, aucune idée de son parcours. Donc voilà, c'est l'histoire des muséums, c'est l'histoire des muséums de manière globale qu'il faut aussi peut-être rédiger et comprendre. D'un point de vue, on a eu toutes sortes de questionnements, mais parfois très très basiques. Par exemple, les papillons dans la cage thoracique du taureau, ça intrigue. Alors, des questions, mais en fait, les taureaux, ça mange pas des papillons. Ah oui, on va commencer à la base déjà. Peut-être qu'il a des papillons à l'intérieur de la poitrine parce qu'il est amoureux. En fait, c'est tout un tas de questionnements auxquels on ne s'était pas forcément préparé et pas forcément toujours dans le sens où on voulait aller. Et c'est ça, en fait, la magie des enfants ou parfois des adultes qui se prennent au jeu. Ce qui est important, c'est de légitimer aussi les questions des adultes qui parfois n'osent pas, alors qu'en fait, leurs questions sont légitimes également. On s'est adapté. Je voudrais poser une question à notre collègue de Pékin. On a vu des expositions qui sont des expositions d'objets, de fossiles, etc., qui sont très très intéressantes. On connaît la richesse en paléontologie de la Chine, bien sûr. Mais comment sont abordées les questions que nous posons dans nos présentations, incluant aussi des objets, c'est-à-dire ou des collections, sur les questions du moment, qui sont les questions environnementales. La Chine est tout à fait au cœur même de cette question, on le sait très bien. Donc il faudrait, je ne sais pas comment vous abordez, vous, dans le Musée national de Pékin, comment vous abordez ces questions. Est-ce que vous avez des expositions qui sont consacrées à ce sujet-là? Est-ce que vous avez des expositions qui utilisent ces collections pour en parler? Voilà, c'est la question que j'aurais aimé poser. Alors, merci beaucoup pour la question. Pour être très honnête avec vous, nous avons alors pendant la pandémie de Covid, nous avons organisé des expositions pour expliquer aux gens comment on pouvait coexister avec le microbe. Alors, mon sujet aujourd'hui était l'échange d'expositions entre nos musées. Donc, bon, voilà, on a parlé d'expositions temporaires ou éphémères dans nos galeries. Et c'est vrai que je n'ai pas eu d'introduction pour ce sujet plus précis. Si vous voudriez avoir davantage d'informations sur cette exposition concernant les microbes, je serais ravi de le faire la prochaine fois.
Alors, j'ai été ravi de vous voir parler de ce partenariat avec l'école à Besançon. C'est super. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler avec les écoles pour construire ces expositions. Comment est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous recommandez ça aux autres muséums, pardon. Alors, vous parlez des écoles. Alors, les écoles de petite enfance, primaire, etc., elles ont été publiques. Là, j'ai parlé des écoles, on va dire lycées, un peu plus grands, sur la co-construction, effectivement. Ça a été une belle rencontre avec des responsables des différents secteurs d'artisanat d'art sur le territoire. Et en fait, les professeurs, donc 18 mois auparavant, ont proposé à leur classe cette thématique du Petit Prince qui a éveillé la curiosité de beaucoup d'étudiants. Donc on a travaillé avec 4 secteurs différents, les écoles de tissu et d'ameublement, qui ont construit des sièges, la filière de céramique, donc des étudiants qui travaillaient sur tout ce qui était poterie, etc. La filière du fer, d'artisanat du fer, qui ont construit tous les panneaux. Vous avez aperçu dans le petit film des renards en origami. Donc ça, ce sont vraiment les étudiants qui ont fait plusieurs propositions. Ils sont appropriés le renard, c'était la figure pour eux importante dans le Petit Prince. Ils l'ont décliné, ils ont fait des propositions. On a choisi cette tête de renard qui était finalement le fil conducteur sur tout le site pour aller d'étape en étape. Et puis la filière d'ameublement, où les professeurs ont, de la même manière, à une promotion, proposé ce thème. Ça a phosphoré très très vite et ça a intégré leur parcours durant toute l'année avec de la base, avec le côté créatif du paperboard dès la base jusqu'à la création, la construction et l'installation en salle. Quelque part, le site de la Citadelle permettait aussi à ces classes de montrer ce qu'ils sont en mesure de faire. On a invité leur famille à venir, on a visité les établissements à l'inauguration. Donc il y avait vraiment, on leur donnait de la visibilité à travers ce site qui est quand même un des plus hauts lieux touristiques de la région. Et on a le contrat, c'était quelque part de payer les matériaux, nous, de notre côté. Et en revanche, après, l'apprentissage, c'était un échange entre les professeurs et nous. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant de part et d'autre. Beaucoup d'échanges et de... Oui, encore une fois, je me répète, mais oui, la créativité vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui qui se sont laissés porter par quelques intentions. Et comme on était assez libre dans notre manière d'imaginer la présentation de nos objets, c'était peut-être moins compliqué pour eux que parfois répondre à des demandes plutôt plus artistiques, plus cadrées, où l'intention est très, très, très précise. Moi, je leur ai laissé une quasi totale liberté, et c'est ça qu'ils ont apprécié aussi, c'est qu'on leur fasse confiance. J'ai une question pour Apolline. Bon, c'est une exposition qui a un grand succès, qui va durer encore quelques semaines, donc qui a mobilisé évidemment beaucoup de Bisontins, enfin de gens de Besançon. Comment après, l'année prochaine, dans 2 ans, comment tu vas maintenir un peu ce rythme, comment tu vas maintenir cette adhésion finalement du public à quelque chose de différent, sans retomber après peut-être dans une exposition plus classique. Maintenant, la barre est haute, il va falloir répondre avec des expositions de cette qualité. Alors, on monte les marches une par une, effectivement, puisque quelque part, les collections, elles ont un statut qui est réglementaire que depuis 2020. 2024, c'était montrer au public de quoi on est capable. Ensuite, la manière dont la Citadelle vit ne m'appartient pas exclusivement, étant donné qu'on a un site pluriculturel, et les projets à venir de la direction sont différents. Donc, effectivement, les collections vont être moins visibles. Mais il y a d'autres projets en cours, par exemple, l'écriture d'un ouvrage autour des collections. C'est un objet qui n'existe pas. On n'a aucun support pour parler de nos collections, donc on va continuer sur le fondamental.
Voilà, on travaille sur les fondations en fait, d'un muséum d'histoire naturelle et les collections voilà, qui ont été un petit peu oubliées jusque-là. Mais il est certain que voilà, c'était un temps fort et qu'on va attendre certainement un temps avant de pouvoir exposer autrement. Mais il y a des projets de réaménagement de lieux aussi au sein de cette citadelle qui a été délaissée. On avait notamment un hangar qui était une véritable passoire énergétique. Il va y avoir 18 mois de travaux pour rendre cette salle polyvalente accessible pour des concerts, mais aussi pour des expositions. Donc un plateau assez intéressant de plusieurs centaines de mètres carrés, dans lequel on pourra s'exprimer sans doute dans quelques années. Y a-t-il d'autres questions? Non? Ok, très bien. C'était très intéressant pour moi de vous écouter. J'ai une petite question. Votre exposition est participative, c'est ça? Est-ce que vous avez trouvé des différences entre le planning de l'exposition et la réalité de comment cette exposition est perçue par le public? C'est-à-dire comment... Alors, elle était participative à travers sa construction, oui, effectivement, mais assez cadrée. Et après, la perception de la participation vis-à-vis du public, notamment les petites images dont je parlais tout à l'heure, où ça marche très très bien parce qu'on a des livres d'or un petit peu partout, parce qu'on recueille les témoignages, parce qu'on a des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a tout un... Voilà, on n'est pas en fin de saison, donc voilà, je ne peux pas faire de bilan. Mais globalement, ce côté participatif, si on en a envie, attention, il est plutôt très bien accueilli et il fonctionne. Donc, ceci a répondu à vos attentes que vous aviez tout au début de l'exposition. Parce que nous, quand on organise des expositions, certes, on a des objectifs. Et pour ce type d'expo, il faut vraiment planifier la stratégie en amont. Et c'est simplement quand on voit l'expo qu'on peut voir si les résultats sont là. Donc vous avez dit que c'est jusqu'au mois de septembre, c'est ça? Jusqu'au mois de novembre. Mais là, je crois que la force, on prenait assez peu de risques en s'associant à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, finalement. On s'est quand même basé sur des secteurs voilà, des privés et une fondation avec une figure universelle qui est le Petit Prince. Et de toute façon, ils n'auraient validé notre projet que s'ils avaient été sûrs qu'il allait fonctionner. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas comme partenaire le Petit Prince si on n'est pas quand même un minimum sérieux dans le discours. Et en fait, notre intention rejoignait leurs valeurs, les valeurs que défend Saint-Exupéry, qui était aussi résistant, qui était écrivain, et ce Petit Prince qui a autant de succès, où parfois on a du mal à comprendre pourquoi. Et effectivement, si vous le relisez avec ce prisme écologique, en fait, le récit, il a vraiment un sens absolument incroyable et profond. Je ne suis pas sûre que Saint-Exupéry s'en rendait compte, d'ailleurs, quand il l'a écrit en réalité. Mais voilà, ce petit garçon... Et ce livre où aucun repère temporel n'existe, ni spatial, en fait, de ce fait, il parle à tout le monde. Et là, ça se vérifie à nouveau. Merci beaucoup. Chouin, vous avez parlé de votre collaboration au niveau national et international. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos défis? Vous vous êtes concentré sur les défis, mais quel était le plus grand défi lors d'une exposition internationale en termes de financement, en termes du moment d'exposer? Je pense, en ce qui concerne la coopération internationale, le financement est un défi. Et puis également le temps, parce qu'il faut bien planifier au moins un an avant l'exposition.
Donc, comme j'ai dit, pour l'exposition d'Ara, il nous a fallu presque 2 ans pour trouver le financement, pour vraiment peaufiner le projet, la chronologie, à demander des certificats, demander au gouvernement de nous trouver un mécénat reconnu, réunir la coopération internationale, tous les problèmes que vous pourriez vous attendre à voir. Mais on voulait avoir une expo internationale chez nous, donc c'est pour ça que nous avons continué. Au niveau national, alors, l'un des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui est le manque, la pénurie d'exposition. Donc, nous ne pouvons pas faire partie d'un échange culturel avec d'autres musées en Chine. Il y a toujours quelque chose sur les dinosaures ou sur les galettans. Mais en ce qui concerne l'histoire naturelle, déjà, le champ est très large, on est d'accord. Et pour les visiteurs, les intérêts sont très larges. Le champ est énorme. Donc, ils veulent voir quelque chose, ils veulent être étonnés, ils veulent être émerveillés. Donc, en ce qui concerne la coopération nationale ou domestique, les inquiétudes des conservateurs, c'est vraiment de trouver quelque chose de différent dans l'échange. Y a-t-il d'autres questions? This question is for Apolline as well. La question est pour vous deux. Dumb question, but just out of curiosity, I Je wonder voulais savoir si après l'exposition, est-ce que vous avez la possibilité d'envoyer les artefacts ailleurs pour les réutiliser ou pour les partager avec d'autres musées? Alors, c'est une bonne question. On se pose beaucoup de questions. Puis effectivement, il y a de nombreux partenaires régionaux un petit peu de partout, et notamment d'Asie, parce que la Fondation Antoine de Saint-Exupéry travaille beaucoup en Asie également, qui ont le souhait d'exporter certains éléments. Alors c'est un concept qui est adapté à chaque endroit en fait, qui est détenu par des rôles et qui peut être réexploité et réadapté n'importe où dans le monde. Je crois que c'était aussi leur souhait. Nous, on en a fait cet objet-là, de cette manière-là, mais ce concept en 10 étapes, il peut aussi être ailleurs. Quant aux objets que nous, on a déployés, on va se poser la question incessamment sous peu. On a des mécènes aussi qui vont peut-être se manifester sur certains objets, certains éléments qui vont intégrer les galeries permanentes, certains éléments aussi qu'on réutilisera en médiation. Je pense qu'on va au maximum réutiliser les éléments qui ont été produits, y compris le mobilier. Voilà. On travaille sans vouloir forcément être exemplaire. Dans les territoires, on est quand même sur des expositions temporaires qui essayent de durer, parce qu'en fait, passer d'une expo temporaire à une autre, c'est quand même très chronophage, mais aussi coûteux, écologiquement et financièrement. Donc on a misé sur une saison longue et sur des matériaux réutilisables en grande partie. On a un boa géant, une sculpture qui a été construite qui serpente dans les murs de la citadelle. Tout le bois est issu des forêts aux alentours de Besançon et récolté par les espaces verts de la ville. Donc en fait, ce bois va être soit réutilisé pour les chaufferies ou par les citoyens, remis à disposition. On a essayé d'être assez vertueux dans notre manière complète de voir cette exposition. OK.
Donc, je voudrais maintenant poser la conclusion. Donc, merci aux orateurs de vos présentations magnifiques. Et la séance de ce matin est maintenant close. Oh. Dear everybody, announcement. Alors, juste un petit mot. Nous allons manger maintenant dans le même endroit que hier. Cependant, les traiteurs sont toujours en train de préparer la salle, donc il faut attendre 12h30. Donc avant, nous voudrions vous inviter à vous promener dans les jardins avec Philippe. Il va vous parler peut-être de ça avant d'aller au fur et à mesure jusqu'à la salle. Il fait beau, donc profitez-en. Et on sera sur place à 12h30. Merci.